Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneur pour une série de podcasts où est-ce que Dominique Gagnon va interviewer des entrepreneurs qui ont connu de la malchance en affaires, des difficultés. Ils vont venir partager leur histoire. C'est une série de podcasts en collaboration avec le programme Persévérance. Avant de commencer, j'aimerais remercier nos partenaires, c'est-à-dire la Banque nationale qui nous supporte depuis le tout début d'Alias Entrepreneur, le MEIE, le ministère de l'économie, de l'innovation et de l'énergie, bien sûr le programme Persévérance, le réseau Mentorat, le CETEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec. InfoBref, je rappelle qu'InfoBref ont un podcast à tous les matins qui vous donne l'essentiel de l'actualité en 3 minutes et je vous invite à vous abonner à leur infolette qu'à tous les matins, vous recevez l'essentiel de l'actualité. Et bien sûr, mon commerce en ligne. Je vous invite aussi à vous abonner à l'infolette d'Alias Entrepreneur. À tous les lundis matin, on vous envoie des trucs et astuces à appliquer dans votre entreprise. Sur ça, bonne écoute. Alors bonjour tout le monde, super content d'être aujourd'hui avec une autre entrepreneur qui a vécu certains moments difficiles. Donc je dis toujours, on a tous l'air d'avoir fait un doctorat en échecs, ce qui nous permet de les partager, puis de se sentir un petit peu moins seul, je pense, en ce moment-là. Je ne connais pas personnellement Nadia aujourd'hui, mais je suis allé lire évidemment un petit peu avant sur l'histoire derrière l'entreprise familiale qui n'est pas nécessairement super bien terminée. Donc Nadia, super content de te recevoir aujourd'hui pour parler un petit peu d'échecs et aider un petit peu les gens à se sentir mieux, je pense, dans cette période-là. Ben merci. Je pense que le but, c'est de pouvoir aider les gens. Donc, si ça peut faire un petit pas pour les autres, tant mieux. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de toi, d'où tu viens? Est-ce que tu souhaitais être entrepreneur quand tu étais petite ou est-ce que c'est venu un petit peu... tu sais, moi, j'ai jamais été dans une entreprise familiale, fait que ça m'épate un peu ce côté-là. J'ai entendu tellement d'histoires d'horreur à l'école d'entrepreneurship de Beauce de Relève aussi. Donc, un peu, qu'est-ce qui t'a amené dans l'entreprise familiale? Puis, c'était quoi, en fait, ton parcours un petit peu de vie avant ça? Bon, donc, moi, mon père a fondé une entreprise dans le manufacturier l'année précédant ma naissance. Donc, j'ai grandi, j'ai vécu dès ma naissance avec l'entreprise. Dans la famille, l'ancien running gag dans le temps qu'on était dans l'entreprise, c'était qu'on est né sur un banc de scie, littéralement. Donc, j'ai côtoyé l'entreprise familiale, ça a fait partie de notre quotidien et bon, l'entreprise familiale, on le sait, c'est pas juste dans le quotidien, c'est les soirs, les week-ends, mes parents travaillaient, ils nous amenaient, donc on passait beaucoup de temps dans l'usine. Et ça a fait en sorte que, honnêtement, je me suis jamais vraiment posé d'autres questions. Pour moi, c'était clair que je voulais être entrepreneur. Donc, par mes initiatives, que ce soit dans mes implications scolaires, quoi que ce soit, je m'impliquais toujours beaucoup parce que j'ai vite compris qu'en s'impliquant, tu pouvais un peu changer le cours des choses puis de le faire évoluer. Donc, j'ai fini, moi, le cégep, ça a été les 2 pires années de ma vie. Je trouvais que c'était une perte de temps. Donc, j'ai rapidement fait mon diplôme d'études collégiales. Je suis allée à HEC Montréal. HEC a des cours en général, mais j'ai fait le parcours entrepreneurship qui se spécialise pour ceux qui veulent démarrer leur entreprise ou relève familiale. Donc, j'ai fait mon parcours en lien avec l'entreprise familiale. J'ai gradué, je suis arrivée, tous les étés étudiants, je travaillais dans l'usine. Pour mon père, c'était super important qu'on comprenne les différents rouages et bref, ceux qui écoutent des entreprises familiales, je sais que des fois, les enfants ne veulent pas tant participer à faire des jobs un peu moins le fun, mais je pense qu'avec le recul, c'est tellement bénéfique de comprendre les opérations, de comprendre la mentalité. Fait que j'ai travaillé les étés, je suis arrivée à temps plein dans l'entreprise. À l'époque, j'ai toujours dû évoluer vers les finances. Et là, notre personne qui était en charge de la planification de la production est tombée malade. Donc, je suis arrivée dans ce département-là sans connaissance, personne pour me former. Donc, fallait que je me débrouille. J'ai travaillé donc aux opérations, j'ai travaillé aux finances. Entre ça, j'étais allée faire l'école d'entrepreneurship de Beauce. Donc, en 2013 à 2015. C'était dans quelle cohorte? La C7. Ah, j'étais la C4, on s'est presque croisés, donc j'étais un peu avec toi. Donc, j'ai fait le parcours à l'EB c'est pas mal ça de mon parcours professionnel. Là. L'entreprise faisait quoi spécifiquement? J'ai compris qu'il y avait définitivement des bancs de scie ou un truc de ce côté-là, mais c'était quoi le type de production que l'entreprise réalisait? On était manufacturier d'armoires de cuisine. Okay. Donc, mais à gros volume. Donc, tu sais, on faisait pas nécessairement du sur-mesure. Nous,
notre force, c'était la production à gros volume. Donc, nos clients étaient, dans le fond, si vous alliez dans les Home Depot Canada, il y a toujours des displays de cuisine. Bon, il y a toujours 2 à 3 fournisseurs par magasin, mais c'était nos produits que vous pouviez acheter, notamment dans ces magasins-là. Est-ce que tu as pris la présidence? Parce que là, je comprends dans ton parcours que tu étais à la production. Est-ce qu'il y a eu vraiment un processus complet de relève dans lequel tu as repris les rênes de l'entreprise ou c'était encore ton père qui était à la tête au moment peut-être des plus grandes difficultés? Non, en fait, on était 2 enfants dans l'entreprise, donc il y avait moi et mon frère. Mon frère était plus vieux, mon frère était à la présidence. Moi, oui, j'ai fait de production, j'ai fait de finance, mais les dernières années, j'ai été au RH. Donc, puis on a vécu, je rentre dans le vif du sujet là, mais tu sais, on a vécu une croissance phénoménale les dernières années avant le déclin. Ça a été tough, mais my God, je regarde ça avec le passé, les apprentissages qui en sont ressortis. Tu sais, on a triplé l'entreprise en moins de 3 ans. On est passé de 250 quelques employés à tout près de 1000 dans le pic. Fait embaucher 300 personnes par année. Fait que les défis étaient intenses, mais à tous les niveaux. Tu sais, point de vue financement, point de vue HR, fallait revoir constamment notre structure. Tu sais, juste le flot de recrutement pour une personne versus 300 est complètement différent. Les opérations, l'achat de machinerie, les layouts, constamment, parce qu'essentiellement, tout ça, la croissance est provenue. On a signé dans la même année 2 contrats majeurs additionnels à ce qu'on avait déjà. Donc, il fallait livrer ce plan-là. Puis je pense que c'est quelque chose que peu de gens comprennent, mais la plupart des échecs entrepreneuriaux que j'ai vus, puis sincèrement le mien aussi, c'était des entreprises en hyper-croissance. C'est souvent, on associe échec avec les ventes qui arrivent pas, avec le chiffre d'affaires qui baisse, mais la plupart des grands échecs, surtout qui se terminent en faillite ou qui se terminent en proposition, souvent, c'était des entreprises qui doublaient, qui triplaient, qui quadruplaient, qui allaient très, très vite. Et en fait, je dis souvent à la blague, moi, j'ai vécu la croissance et la décroissance, et je trouve que la décroissance était plus simple à gérer parce que c'est une question plus mathématique. Tandis que la croissance, c'est vraiment plus compliqué. Puis c'est intéressant de voir que c'est pas parce que vous étiez pas capable de faire des ventes que l'entreprise a eu des difficultés. Puis si on arrive un peu à ce moment-là, ça a été quoi, selon toi, le déclencheur ou un petit peu la chute? Parce que là, on voit que l'entreprise va bien, on arrive à 1000 employés, ce qu'on s'entend, là, c'est monumental au Québec avoir 1000 employés. Qu'est-ce qui fait que l'entreprise a commencé à un petit peu perdre des plumes jusqu'à en amener à une situation là, très, très difficile? Je pense que tu l'as bien résumé. Tu sais, tout le monde associe faillite à manque de vente. Nous, c'était pas le cas. Je vous dirais, c'est tout le point de vue financier. La croissance était tellement abrupte, on pourrait dire. Ça nécessitait du cash flow partout, l'achat de machinerie. Puis naturellement, le plan que tu as mis sur papier, que tu as fait tes budgets, c'est pas toujours ça qui arrive naturellement. Donc là, il est arrivé des enjeux avec certains contrats. Il a fallu mettre temporairement des contrats sur le hold pour qu'ils revoient certaines choses. Donc nous, on venait, c'est ça que les gens comprennent pas aussi. Tu sais, je faisais un peu quand j'essayais d'expliquer ça aux employés, qu'est-ce qu'on vivait, j'essayais de ramener ça dans des exemples quotidiens de leur day-to-day. J'ai dit, tu sais, c'est comme si tu avais des paiements d'hypothèque, des paiements de voiture, mais t'as plus nécessairement la capacité ou t'as juste plus ta voiture, mais il faut quand même que tu payes. Fait que nous, on avait toute la grosse structure. On venait d'acheter des millions en équipement, on venait d'embaucher des gens, l'inventaire de matières premières, de produits en cours, de produits finis, tout supporter ça. Et là, il y avait un hold, fait que ça l'a creusé un trou dans le cash flow. On est une entreprise familiale détenue à 100% par la famille. Fait qu'un certain temps, on se roulait les manches entre nous, mais il y a eu un point de rupture où est-ce que on n'avait plus rien, tu sais. On voit beaucoup d'entreprises en ce moment qui vivent la même chose avec la COVID. Là, tu sais, je pense aux entreprises dans le commerce électronique. Moi, j'ai investi dans une durant la pandémie. La même chose, en fait, ça allait tellement bien qu'ils ont acheté parce qu'ils se disaient on est tout le temps out of stock. On va se mettre à stocker, donc on va mettre un paquet de vêtements en entrepôt.
boum, diminution de 40% des ventes, trop de stock, commence à faire des soldes, les clients s'habituent au solde, n'achètent plus en solde. Et en l'espace, effectivement, de quelques mois, on peut parler d'1 million de profits à moins 250 000. Puis on parle de quelques mois uniquement à cause de ces décisions de croissance-là. Puis on le voit dans l'écosystème technologique, le nombre de mises à pied qui ont été faites dans les dernières semaines, les derniers mois, c'est à coût de 10 000 puis 5 000 parce que tout le monde embauchait en fonction de la croissance. Mais dès le moment que la croissance stoppe, c'est beaucoup plus difficile d'embaucher, donc tu prends du temps, puis après ça, malheureusement, il faut que tu fasses des mises à pied. Et une fois que vous avez réalisé que le cash flow commençait à être plus serré, etc., moi, je me dis, vous étiez 1000 employés, belle entreprise, devenue familiale, vous avez sûrement cherché à être financé, parce qu'à un certain moment, on dit souvent qu'au Québec, il y a la Caisse de dépôt, le fonds de la FTQ, il y a Investissement Québec pour votre taille d'entreprise. Qu'est-ce qui fait que rapidement, en fait, cette situation-là de cash flow vous a amené, si j'ai bien compris, jusqu'à la faillite? On était financés, on avait déjà des joueurs qui nous supportaient, mais à un certain point, les ratios faisaient plus de sens, fait qu'eux-mêmes ne voulaient plus comme jumper in pour nous sauver, puis je pense qu'ils ont juste dit regarde, on va arrêter ça là, puis mais tu sais c'est difficile parce qu'un entrepreneur, tu te bats au dernier souffle de ta vie, tu sais. Fait qu'à chaque semaine, à chaque mois, il y avait peut-être une lueur d'espoir sur un scénario potentiel. On s'accrochait à ça. Oups, il marche pas. OK, on trouve un plan B, on trouve un plan C. Fait que, tu sais, ça a été, je pense, la période la plus difficile pour moi et ma famille, là. Tu sais, de toujours te battre puis de vouloir que ça fonctionne, mais d'être arrivé à des noms où ça fonctionne pas pour être challengé par la banque puis dire s'il y a pas ce montant-là, demain matin c'est terminé. Puis je pense que c'est la pire journée de ta vie de dire que t'as tout fait. Puis tu sais, on est tellement résilient puis on se bat d'arriver à cette journée-là puis tu te dis non, voyons comment j'ai pas pu, c'est difficile. Puis cette journée-là, ça a été quoi? Ça a été les banques qui ont dicté un petit peu la fin ou ça a été une décision de la famille de dire, parce que il y a souvent deux processus. Il y a souvent l'entrepreneur qui se rend compte qu'il peut plus puis qui décide lui-même de la mettre en faillite, mais il y a aussi ce qu'on appelle se faire mettre en faillite, ce qui est de dire, les institutions financières enclenchent des processus qui fait que tu n'as plus le contrôle de ton entreprise. C'est ça qui est arrivé. Ils ont mis certaines conditions qu'il fallait être en mesure de respecter, puis on n'a pas été capable d'arriver à ces conditions-là. Donc, on le savait qu'on avait une date limite, qu'à cette date-là, c'était terminé si c'était pas effectif. Et l'entreprise a été vendue, survécue, liquidée. Ça a été quoi la fin du projet? Parce qu'on parle quand même d'une grande entreprise. Ouais, l'histoire est belle malgré tout. J'essaye de me convaincre. Essentiellement, tu sais, on avait différents partenaires financiers dans cette histoire-là, fait que dont le gouvernement, fait que pour éviter de mettre carrément la clé dans la porte, perdre les emplois qui étaient en cours, mais aussi perdre les contrats. Tu sais, il y avait un contrat essentiellement qui était en jeu, mais les autres demeuraient. Fait que ce qu'ils nous ont demandé, c'est de rester pendant 3 mois, opérer les opérations de l'entreprise, de sorte à ce qu'ils puissent entamer un processus de vente. Et après, ça a vraiment pris 3 mois. Un nouvel acquéreur est arrivé puis a repris les opérations. Donc, l'entreprise existe toujours? Oui. À plus petite taille, contrairement à ce qu'on a vécu. Parce que 1000, c'était le pic. Par le moment de la faillite, je pense on avait commencé la décroissance naturellement avec les moyens qu'on pouvait mettre en place. Je pense qu'on était aux alentours de 550, 600. C'est énorme, c'est encore énorme. C'est encore énormément d'emplois et de gens. Puis c'est quoi l'après? Parce que tu l'as dit, je pense que il y a sûrement eu une période tampon entre les deux périodes. Fait qu'une période où, comme tu dis, il faut que tu restes dans l'entreprise, puis après tu te questionnes. Moi, je me rappelle, je me cachais. J'avais peur de sortir dehors, puis probablement à 1000 emplois, tu sens que tout le monde te regarde, tout le monde te connaît. Moi, j'étais un peu médiatisé. Fait qu'en plus, tu dis, OK, j'ai gagné l'entrepreneur de l'année Desjardins. 6 mois après, j'étais au compte spéciaux chez Desjardins. Tu sais, ce qui est quand même, je dis toujours être au compte spéciaux, ce n'est pas être spécial. Ne pensez pas ça. C'est pas, il y a rien. Moi, je trouve que tu devrais changer le nom parce que tu ne veux pas être là. Quand tu te sens pas spécial. C'est difficile d'en sortir. Exact. C'est quoi l'après? Parce qu'évidemment, j'ai vu que tu es retourné en entrepreneuriat, mais peut-être un petit peu l'après court terme, parce qu'on voit une période noire. Ouais. Et aussi, je pense que ce qu'on veut partager aux gens, c'est qu'il y a un après qui peut être relativement positif parce qu'on a tiré des apprentissages hallucinants de cette période-là, qui fait, je pense, de nous des bien meilleurs entrepreneurs. Le 3 mois qu'on devait être là pour supporter les opérations, je pense que ça a été
les 3 mois les plus difficiles de ma vie. Puis je parle pour moi, mais je sais aussi pour ma famille. Tu sais, je vous mets en contexte, tu dois quand même être là, mais t'as plus les mains sur le guidon. T'es en train de travailler parce que, tu sais, nous, on le fait par l'amour de nos employés. Tu sais, on voulait pas s'en aller puis laisser ça comme ça. Fait que on s'est dit, tu sais, si on peut avoir, 3 mois de notre vie pour que l'entreprise puisse continuer. Mais t'es assis puis c'est comme le syndic rentrait avec des acheteurs potentiels. On savait pas c'était qui, on savait pas c'était quand. Fait que tu sais, t'es en plein meeting avec ton équipe, tu te revires, il y a comme 12 personnes qui rentrent. C'est tough. Fait que de gérer ça, mais tu sais, de gérer, tu sais, moi j'avais un deuil, mes parents avaient un deuil, mon frère avait son deuil, mais les employés aussi, tu sais, c'était une entreprise familiale de presque 30 ans. Les employés, puis là, moi j'étais aux ressources humaines, les employés venaient dans mon bureau à tous les jours pleurer, puis genre, mais qu'est-ce qui va arriver? Puis là, tu sais, puis moi j'essayais d'être positive, ben, il va y avoir un nouvel acheteur. Mais qu'est-ce qui dit que ça sera pas un Américain qui va déménager l'usine? Je le sais pas, moi non plus. On est tous dans le même bateau, tu sais. Fait que d'être là pour les employés, mais de vivre tout ça, ça a été difficile. Et là, quand le nouvel acquéreur est arrivé, moi, je voulais quitter parce que j'étais consciente que dans un mode d'acquisition comme celle-là, il y a un gros mouvement de restructuration qui se met en place. Moi, j'étais aux ressources humaines, donc toute la culture de l'entreprise, toutes les valeurs qu'on avait mis en place, je me doutais bien qu'il allait mettre un coup de hache là-dedans et ça fait du sens dans un mode de restructuration, mais j'ai dit c'est pas vrai que je vais voir tout ce que j'ai construit depuis des années. Donc, je sais même pas comment j'ai fait en toute honnêteté parce que c'est sûr que j'étais probablement en épuisement à ce moment-là de ma vie. Mais tu fais quoi, tu sais? Aller voir le médecin qui te met en arrêt de travail, t'en as déjà plus de travail. T'as pas le choix. Je pense qu'on est souvent, les gens me disent, t'étais courageux. Je dis non, j'avais besoin de manger puis t'essayes de survivre. Ben, exact. Tu sais, t'as une famille à faire vivre, la vie continue. Fait que j'étais dans un nuage, je sais même pas comment j'ai fait. Et là, je me suis dit, bon, j'ai plus confiance en moi, j'ai peur de ce que les gens peuvent penser. Je vais me concentrer sur le positif. Qu'est-ce que j'ai fait de bien dans les derniers mois? Ben, c'était tout le rayonnement de la marque employeur, le recrutement qu'on avait réussi à maintenir dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Fait que je me suis dit, bon, les PME ont tellement des enjeux à ce niveau-là, ben on va aller les aider, tu sais. Fait que je suis partie à l'époque avec 2 de mes collègues en RH qui avaient aussi perdu leur emploi. Tout le monde me disait, tu pars à ton compte, pars toute seule, puis quand tu vas être assez grosse, là, t'embaucheras. Puis j'étais comme, non, c'est insensé. T'sais, si je veux construire une business, je peux pas comme exécuter, développer la business. T'sais, je vais être pris dans un cercle vicieux. Puis en toute honnêteté, j'ai quoi d'autre à perdre? Je suis au fond du baril. Qu'est-ce qui peut arriver d'autre? Fait que j'ai comme fait un all-in. J'ai dit je fonce. Fait que je suis partie avec 2 collègues. On a démarré Aura, qui est un consultant en ressources humaines. Ça allait super bien. Et là, autre claque d'en face. Ça faisait 3 mois qu'on avait commencé. La fameuse COVID est arrivée. Tout ce que j'avais fait dans les 3 premiers mois s'est écroulé. Et là, c'était pénible, ma vie. Je faisais des casse-têtes, là. Juste mettre un morceau de casse-tête, ça me permettait de plus penser à quoi que ce soit, là. Je faisais des casse-têtes à journée longue. Ah, puis je suis avec toi. Moi, j'ai vécu cette pandémie-là. Moi, ça faisait 2 mois que j'avais fini de payer ma proposition consommateur personnelle parce que souvent, l'entreprise est aussi l'entrepreneur. Moi, tu sais, l'entreprise sur véhicule a été vendue, mais ça a fait que j'ai dû faire une proposition parce qu'il y avait des TPS, TVQ pas payés. Moi, ça a été dans le cadre d'une fraude. Je me suis fait frauder pour un peu plus de 1,4 million de dollars. Mais la proposition consommateur venait de finir. Moi, je travaille dans le divertissement à l'international. On a perdu 98% de nos revenus. Et je me rappellerai rentrer à la maison et dire à ma femme, je pense qu'on va faire une 2e faillite. Puis je peux te garantir que quand t'en as fait une, t'as la peur bleue que ça réarrive parce que tu sais que la 2e, les conséquences sont pas les mêmes, mais j'étais certain. J'ai bu une bouteille de scotch en entier un soir. Ma femme me ramassait sur le plancher. C'est là que je me suis dit, j'ai besoin d'aide parce que je me suis dit, OK, j'ai bu une bouteille, tu sais, ça a aucun sens avec 2 jeunes enfants de dormir sur le plancher en me disant c'est la mort. Mais encore une fois, puis je pense que ton entreprise va bien aujourd'hui, la mienne va bien aujourd'hui. C'est là où persévérance, résilience rentrent en ligne de compte parce que shit qu'on aurait pu baisser les bras. Ah ouais.
Puis j'ai de la misère à comprendre qu'est-ce qui a fait en sorte que je me levais encore le matin. Mais tu sais, je pense que quand on voit tout noir, c'est de rester convaincu que la vie va être douce, là. Puis je suis témoin aujourd'hui, là, la vie va bien, ma business va bien, ma famille va bien. Tu sais, la vie s'est replacée, mais la vie m'a amené un bagage. Puis, tu sais, oui, autant que c'est difficile la faillite, j'ai un bagage entrepreneurial là, extraordinaire. Là. Tu sais, les ressources, les feelings que ça m'a apporté, qu'aujourd'hui je peux comprendre, de comprendre mes peurs, de comprendre. Tu sais, tu avais sûrement eu ça aussi à l'EB, mais moi quelque chose qui m'avait marqué, tu sais, c'était pas de prendre les risques, c'est de comprendre les risques. Ouais. Fait que tu sais, toutes ces notions-là, là, que tu sais, des fois tu vois théoriquement, mais là, moi, je les ai eues en plein fouet d'en face, puis fait que aujourd'hui, tu sais, autant que ça a été une période difficile, aujourd'hui, je remercie la vie d'avoir mis ça sur mon chemin. Tu sais, ça fait de moi un meilleur entrepreneur, un meilleur humain, tu sais. Ah, puis les gens oublient, tu sais, un des trucs qui m'avait surpris, moi, j'ai le MIT, qui est une super école à Boston en haute technologie. Pour avoir le droit d'enseigner l'innovation, il faut avoir fait faillite. C'est une obligation dans le programme. Donc, tous les entrepreneurs qui enseignent l'innovation au MIT ont vécu un échec parce qu'ils disent que si t'es jamais arrivé là, t'as peut-être pas nécessairement déjà tout essayé. Tu l'as peut-être pas déjà crinqué assez loin. Et je pense que la réalité, là, c'est tough être entrepreneur. Faut être capable de le dire. C'est tough. C'est le meilleur métier au monde, définitivement, mais c'est vraiment pas fait pour tout le monde. C'est très, très difficile. Puis je pense que t'en es un bon exemple, puis surtout un bon exemple qu'on peut finir malgré une faillite, une entreprise finalement, un deuil, avec une entreprise qui va bien, se reprendre. Les gens continuent à nous faire confiance. Si on a fait les choses de manière honnête, je pense qu'on réussit toujours à s'en tirer. Puis je pense qu'il y a énormément, on se le disait un petit peu avant l'entrevue, énormément de gens qui souffrent en ce moment, mais on dit toujours qu'après la pluie, le beau temps, moi c'est un petit peu ce que j'ai vu, puis aujourd'hui un peu comme toi, mes 2 enfants vont bien, j'ai une super maison, j'ai une entreprise en forte croissance, mais la forte croissance, je peux te garantir que je la modère et je la sécurise. Tu la gères beaucoup mieux. Exact. Mais disons qu'on aime moins les dettes. Ouais. On aime un peu moins ça. Donc, un gros merci Nadia pour ton témoignage. Je pense qu'il va en toucher. Je pense que moi j'ai reçu beaucoup de messages d'entreprises familiales sur LinkedIn qui allaient mal justement. Puis je pense que c'est un double deuil, hein, parce que d'une certaine manière, c'est aussi la famille, c'est aussi le passé, c'est aussi l'histoire. Donc c'est sûr que c'est très dur à vivre. Ben c'est parce que moi j'ai dû littéralement apprendre à connaître Nadia. Parce que quand la faillite est arrivée, toute ma vie, c'était l'entreprise. Nadia était jumelée à l'entreprise familiale. Fait que là, tu m'enlevais ce gros morceau-là du jour au lendemain. Je savais même pas j'étais qui. C'est tough. Ouais, c'est tough, mais... Je m'appelais Dominique Pirana sur Facebook, qui était le nom de mon entreprise. En fait, j'avais changé mon nom de famille par le nom d'entreprise. On devient tellement fusionnel que je pense que ça, c'est un truc qui est dangereux sur notre santé mentale aussi, parce que quand l'entreprise va mal, automatiquement, on va mal. Ouais. Puis je pense que dans mon contexte, tu sais, la famille reste pour moi une valeur les plus importantes, tu sais. Fait que malgré tout ce qui est arrivé, moi je me suis dit, tu sais, je veux que la famille reste, que la famille demeure. Puis tu sais, de voir aussi tu sais, oui, t'as ton deuil, mais de voir aussi le deuil des autres autour de toi, c'est tough, mais c'est un apprentissage. Un apprentissage. Puis aujourd'hui, tout le monde a réussi à passer au travers. Puis ça reste que souvent ce que je dis, tu sais, autant toi dans les armoires de cuisine que moi dans la technologie, on sauve pas des vies. Puis la réalité, je pense qu'il y a une chose qu'on se rappelle, que je détestais que mes parents me disaient souvent, l'important c'est la santé, mais aujourd'hui, de plus en plus, c'est ce que je me dis. L'économie, on est capable de le traverser, c'est dur, mais après, je pense que dès le moment qu'on voit que tout le monde réussit à passer au travers, ça fait... c'est aussi ce que je me disais, puis là, c'est un peu pathétique, mais c'est réel, là. Tu sais, quand ça allait pas dans la faillite, je me disais, hey, ça va vraiment pas, mais il y a des personnes pires que toi dans la vie, là. Tu sais, qui sont malades à l'hôpital, l'Ukraine. Il y a des tonnes et des tonnes. Puis l'ironie, là, tu sais, des fois, on parle d'enfants, à quel point la vérité sort de leur bouche. J'essayais de verbaliser à mes enfants, d'expliquer, tu sais, mon fils à l'époque avait 7-8 ans, d'expliquer qu'est-ce que maman vivait, parce que tu sais, je voulais pas non plus cacher mes émotions. Il me voyait pleurer. C'était important qu'ils comprennent ce qui se passe. Et on arrive un moment donné à commander à l'auto pour prendre un café. Mon fils de 8 ans, il dit, tu sais, maman, c'était pas d'emploi. Tu pourrais venir vendre du café. Il est marqué, nous embauchons. Puis là, je suis partie à rire, mais j'ai fait, tellement. Tu sais, dans le pire des cas,
il y a des tonnes et des tonnes de possibilités. Oui, c'est difficile, mais il va arriver quelque chose de mieux. Peut-être l'acheter le café, puis après, c'est vrai que... On va y faire vivre une grosse croissance. C'est peut-être une autre aventure entrepreneuriale. Fait qu'un gros merci pour le temps que tu as pris, bon voyage pour la semaine de relâche avec les petits. Puis à tout le monde, je pense que vous avez encore avec Nadia un autre exemple de... Ça peut aller vraiment mal. La faillite, je pense que c'est l'ultime... fin d'une entreprise, il y en a qui c'est juste, ils ont eu ça top, il y en a qui ont fait de propositions, faillite, tu perds tout. Tu perds ton nom, tu perds l'entreprise, mais malgré ça, aujourd'hui, capable d'en parler devant les autres, capable de se tenir la tête haute, et capable d'être encore à la tête d'une entreprise. Puis je pense que c'est ça qu'il faut retenir, c'est que même si vous avez échoué, c'est pas une fin. C'est un passage obligé probablement à certains milieux, mais qui peut se remettre sur des choses et des bases beaucoup plus solides, parce que je pense que toutes les entreprises de gens qui ont échoué, qui se sont partis, que j'ai vu, c'est très, très rare qu'ils font un deuxième échec parce qu'ils ont des bases beaucoup plus solides. Alors, un gros merci encore à tout le monde. Merci. Évidemment, pour tous ceux aujourd'hui qui se retrouvent un petit peu dans le parcours de Nadia, qui peuvent se retrouver dans mon parcours, le parcours des autres entrepreneurs que vous allez probablement entendre, il y a le programme Persévérance, qui est sûrement une chose que j'aurais voulu avoir dans mon temps, que Nadia aurait voulu avoir, qui est le premier réel parcours qui permet d'aider les entrepreneurs en difficulté, mais qui vous permet aussi que même si la finalité va être la faillite, de vous aider à le faire en souffrant moins, en étant en meilleure santé mentale, puis en espérant que vous allez vous relancer en affaires. Donc, n'hésitez pas à aller googler Persévérance entrepreneuriale. Il y a un numéro de téléphone super facile d'accès et vous pourrez rapidement parler à quelqu'un. Et la première étape, comme dans tout, c'est d'en parler. Et souvent, c'est les personnes les plus faciles à qui en parler parce qu'ils sont là pour ça en ce moment.